Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour Philippe. Deuxième Bonjour sujet David. atomique de suite. Oh là. Oui, tout à fait. Alors, ça ne nous a pas échappé qu'il y a quelques temps, l'Irlande a organisé un référendum sur l'abrogation d'un article dans leur constitution qui interdit, en tout cas qui restreint drastiquement, le droit à l'avortement. Donc, le résultat est sans appel. Et l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est d'avancer très humblement sur ce sujet que j'ai qualifié de potentiellement atomique. Atomique, pourquoi ? Parce que, en tout cas, selon mon opinion, on est là pour en débattre. C'est peut-être un sujet sur lequel il semble difficile d'avoir un débat, ou en tout cas un débat avec des échanges. Voilà, première question pour démarrer, messieurs. Qu'est-ce que vous retiendriez, et on le développera tout à l'heure, de cette actualité en Irlande ? Marc ? Philippe, je dirais que d'une certaine manière, si tu dis que c'est atomique, à mon avis, c'est un débat qui s'est dénucléarisé. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le résultat 2/3, 1/3 pour une évolution de la loi fait franchir une nouvelle étape complète à l'Irlande. Ok, donc nouvelle étape et débat dénucléarisé. Merci Marc. Qui a su être discipliné, vous avez remarqué ? Pourquoi ? Non, mais sur j'ai été court. Il a 10 minutes dans sa première moins de 10 minutes. Merci David pour le petit... Ok, Bernard. Moi, ce que je retiens, c'est que par rapport aux 2/3, 1/3, on a un positionnement du vote qui reste assez homogène, même si on peut noter une propension plus favorable en ville qu'à la campagne, mais que ça reste quand même important, même à la campagne. Tu veux souligner qu'en fait, il n'y a pas eu de très très grosses disparités entre les citadins et les paysans. Entre plusieurs Irlandes, en fait. Effectivement, ok. David. Ah oui, tiens, je n'avais pas tout à fait la même analyse. Ah, mais tu as le droit. Je pense qu'il y a, en tout cas, on voit une perte de vitesse très très forte de l'influence de l'Église auprès des jeunes dans ce pays-là, et ce qui a montré un changement comme ça de positionnement pendant ce vote, qui n'est pas partagé par toute la population, je pense justement, mais en tout cas qui est flagrant. En tout cas, il y a une perte de vitesse vertigineuse qui a été opérée en Irlande du Nord par l'Église. L'Église catholique ? Oui. Ou en général ? C'est l'Église catholique c'est plutôt a priori historiquement et traditionnellement. Ok, merci pour vos réactions. Et moi, je retiendrai que ce résultat me semble inévitable. Compte tenu de la tendance sociétale, et puis aussi que l'Irlande était proche d'être un peu le dernier pays, pas tout à fait, en Europe par rapport à sa législation sur l'avortement. Et puis le sentiment également que effectivement c'est dénucléarisé, mais peut-être que du coup l'avortement devient un dogme. Ou là je vais un peu trop loin, messieurs, vous trouvez ? Vous trouvez qu'aujourd'hui le droit à l'avortement devient un dogme ? C'est ce que j'affirme en préambule là. Qu'est-ce que voudrait dire un dogme, Philippe ? Alors quelque chose qui effectivement aujourd'hui est intouchable, ou en tout cas si on le touche avec beaucoup de facettes, parce que c'est quelque chose qui est acquis, quelque chose qui est pour moi a beaucoup évolué depuis la loi Veil, et qui est présenté comme étant un marqueur fort de progrès social. Donc c'est ça qui me surprend un petit peu en fait. Je pense qu'on le considère de plus en plus comme un droit constitutionnel. Ah, merci pour le terme. D'ailleurs, ça a été évoqué, je pense, de rajouter dans la Constitution française. L'ONU, mais l'ONU qui souhaite en faire un droit universel. Ça fait partie d'un des droits de l'homme. Voilà pour ta réponse, Marc, ça te convainc ? Ça me convainc, oui, en partie. Je crois que derrière, il y a deux aspects qui me paraissent vraiment essentiels et qui doivent peut-être nous faire réfléchir dans notre débat de ce matin. C'est l'incontournable de la place de la femme et de l'évolution de la place de la femme dans notre société. Comment on est attentif au respect d'un choix au niveau d'une femme. Et je crois que la question de l'avortement là est quelque chose de clé qui a fait évoluer la place de la femme et le droit de la femme dans nos sociétés. Là, donc ça c'est un point important. La deuxième chose, il ne faut pas l'oublier, c'est effectivement le débat où commence la vie. Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que l'embryon, donc la naissance de la vie, est à respecter et jusqu'où elle est à respecter ? Ça, c'est une autre question, souvent compliquée, qui vaut débat, entre autres à l'intérieur de nos églises. Ok, Bernard.
Moi, juste, on peut peut-être rappeler que ce vote s'est inscrit dans une histoire qui était douloureuse. Il y a eu cette jeune femme, jeune mariée, enceinte, qui faisait de fausses couches et pour laquelle les médecins n'ont pas voulu pratiquer d'avortement, alors que sa vie, puis elle est décédée d'une septicémie, Savita, je crois, elle s'appelait. Donc, ça a apporté aussi. Donc, on est face à des. Alors là, j'allais dire, on est face à un fonctionnement qui interdisait aux médecins de pratiquer cet avortement, mais ça a coûté la vie à la maman. Philippe, tu disais aussi, et repris par David, sur la question de la constitutionnalité possible de l'avortement. La question qui se posait là aussi, parce que ça ne sert à rien d'être aveugle, c'est les milliers de femmes qui franchissaient la frontière 13 par jour pour aller se faire avorter. Quel sens ça a ? C'est-à-dire que là aussi se pose la question, comment une législation de ce type-là peut être pleinement respectée à l'intérieur d'un pays alors qu'on a la libre circulation et que derrière les conséquences, c'est bien sûr des conséquences économiques. C'est-à-dire que celles qui peuvent vont à l'extérieur et celles qui ne peuvent pas, c'est le drame. Est-ce que du coup on pourrait retenir que c'est l'un des côtés lumineux de ce vote, messieurs, c'est-à-dire le fait de cesser cette hypocrisie. Alors merci beaucoup pour le terme, cette hypocrisie, cet exode je crois inéquitable. Dans un des articles que j'ai pu regarder, qui nous était proposé à notre réflexion, il y a ce témoignage de ce médecin qui dit, moi, j'en peux plus, j'en pouvais plus de fonctionner avec des femmes qui venaient me voir parce qu'elles étaient dans des situations où, pour elles, l'issue c'était un avortement et je ne pouvais rien faire pour elles. Je leur disais, allez voir ailleurs. Alors que maintenant, je vais pouvoir leur dire, on va cheminer ensemble. Y a-t-il d'autres côtés lumineux que vous trouvez lumineux, positifs dans cette loi ? David, je te vois réfléchir. Oui, parce que j'essaie de répondre là en matière de lumière, d'ombre et tout ça. Et en tout cas, je ne sais pas. J'ai du mal à voir des lignes tranchées qui séparent l'ombre et la lumière. Mais en réfléchissant à ce sujet-là et en me renseignant, je me suis dit, mais en fait, ce que ça montre à voir, c'est des milliers et des milliers de chemins de vie qui sont différents, qui ont chacun leur particularité, qui sont faits d'accidents, de déceptions, d'espoir et tout ça, et voilà, on essaye d'accompagner, enfin la société essaye d'accompagner ces chemins de vie d'une façon qui essaye quand même de ne pas amener à faire n'importe quoi, et en même temps qui essaye de ne pas faire porter une sorte de peine éternelle à une personne qui a eu un accident de vie à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est curieux, ça me fait beaucoup réfléchir sur la façon dont aujourd'hui en 2018 des hommes et des femmes gèrent leur sexualité, leur projet de vie, leur responsabilité de vie, tout ça. Et je me dis, voilà, il y a des millions de personnes qui vivent chacun, qui essaient de se débrouiller et voilà, qui produisent en France 200 000 avortements. Et je sais pas, je trouve que c'est très difficile d'arriver à faire une injonction que toutes ces vies se conforment à l'idéal de ce que devrait être une famille, un couple sans incident, sans accident et tout ça. C'est difficile d'avoir une vie sans accident quand même. Alors pour être factuel, 211 900 avortements en 2016 en France, dont 64% par IVG médicamenteuse et dont 7000 avortements qualifiés donc de médicaux. C'est-à-dire qu'ils sont possibles, si je ne me trompe pas, jusqu'à la veille de la naissance, sachant que les autres avortements sont des avortements non médicaux, possibles, je crois, jusqu'à 12 semaines, oui, ou 7 semaines dans le cadre de l'IVG médicamenteuse. Donc les chiffres restent élevés, c'est ce que tu semblais vouloir dire Bah oui, c'est élevé. Ouais. Ces 200 000, c'est un quart du nombre de naissances. Voilà, un tiers des femmes françaises susceptibles d'avoir eu au moins une IVG dans sa vie. C'est les chiffres que j'ai vus. David. Pardon, Marc plutôt. Dans ta question, lumineux ou pas lumineux, j'avais plus envie de dire, de porter un éclairage par rapport à ce que disait David. Ça, c'est un des points qui moi me frappe, et je le disais en introduction, c'est on passe à une nouvelle époque, on passe à une nouvelle manière. Je parlais d'une nouvelle étape, tout à fait. Société, une nouvelle étape. Ce qui est caractéristique, Bernard parlait de vote homogène. Je crois que le vote globalement a été homogène. La fracture, elle est entre les
plus de 65 ans Oui, clairement. et les jeunes. Et, Merci de revenir sur ces faits. Les plus de 65 ans qui sont marqués, même si l'Église catholique, durant toute la campagne irlandaise, la campagne en Irlande sur ce référendum, a été très discrète. Et on y reviendra peut-être. Néanmoins, les plus de 65 ans sont encore marqués par cette tradition. On ne peut pas remettre en question la vie donnée. On ne peut pas remettre en question la vie donnée. Et ils ont maintenu un vote relativement massivement contre la possibilité de faire évoluer la loi. Ce sont les seuls. On voit bien que tous les plus jeunes, et même la catégorie des 50-65 ans, ont voté majoritairement pour une évolution de la loi. Ça veut dire que derrière, le mode de pensée, le regard que l'on porte sur la réalité de ce qu'est la vie, sur l'exigence apportée, sur l'attention au respect du chemin de l'autre, et en particulier du chemin de la femme qui peut être dans des situations de grande détresse, eh bien ça, c'est quelque chose de premier, et de premier avant toute législation forte. On n'a pas le droit à. Ben si, face à des situations, il y a des situations qui peuvent permettre qu'on ait le droit à. Et ça, je crois que c'est vraiment le résultat. On est en train de penser autrement, et derrière, bien évidemment, il faudra s'interroger sur la place de l'autorité, entre guillemets, de l'autorité morale, de l'autorité spirituelle de l'Église catholique dans un pays comme l'Irlande. C'est vrai qu'elle s'est totalement effondrée. Et moi, je ferai un rapprochement, et j'arrête là, un rapprochement quand même avec ce qui vient de se passer aussi au Chili, et la démission de tous les évêques chiliens. C'est que je crois que les drames de la pédophilie, si longtemps cachés, si longtemps refusé par l'Église, couvert par les responsables de l'Église, et je travaille au cœur de cette Église, donc ô combien c'est douloureux, eh bien ça fait perdre tout le crédit de l'Église sur une parole morale sur la vie des autres. Comment respecter surtout en ce que matière de l'on dit sexualité, alors qu'on ne vit pas cela au quotidien? C'est difficile d'enchaîner après ce que vient de dire Marc par rapport à ces situations de mise à jour de ces ou en tout cas de situations d'actes de pédophilie. Et ce que je voudrais juste dire, c'est par rapport à ce que disait Marc en parlant de nouvelle étape. Déjà en 2015, on peut s'en souvenir, il y avait eu un vote de la part des Irlandais, là aussi pratiquement 2 tiers, 1 tiers, pour ce qui était la reconnaissance du mariage de personnes de même sexe. Tout à fait. Qui avait voté. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel la position de l'Église catholique, en l'occurrence en Irlande, mais la position de l'Église est difficile à tenir aujourd'hui, parce qu'on est dans une évolution. Je veux dire, moi j'aime bien le foot, je ne vais pas imposer les règles du foot à des gens qui jouent au basket. Il y a un problème de référentiel pour moi. Alors ça j'adore, et j'aimerais que la dernière partie de l'émission soit, ça ne veut pas dire la plus petite partie, mais consacrée. Alors blague à part, j'ai failli, en choisissant le thème, j'ai failli reparler du départ de Zinedine Zidane. Voilà, mais on n'est pas sur le même sujet peut-être de gravité. Peut-être à notre prochaine émission, ça serait passionnant. Moi je suis passionné par le football, alors on peut y aller. Un sujet léger. David fera l'arbitre. Alors, merci pour votre tolérance, chers auditeurs, chères auditrices. On terminera peut-être par un sujet effectivement beaucoup plus léger avant notre trêve estivale. J'aimerais qu'on consacre la dernière partie de l'émission. Alors du coup, par rapport à des référentiels qui ne sont pas les mêmes, merci beaucoup Bernard, comment témoigner, comment briller, comment donner son avis sur le sujet de l'IVG, en tenant compte de cette nouvelle étape, de ce monde qui n'a pas forcément les mêmes référentiels. Avant de passer à cette étape sur comment briller, comment témoigner, appelez ça comme vous voulez, il y a d'autres choses à dire sur cette actualité et sur les réflexions que cela entraîne. Il y a eu un vote de la population. Maintenant, il va falloir que le législateur fasse le pas suivant. C'est la Chambre des députés qui va devoir inscrire un article de loi. Donc, il y a tout un processus. Rappelons factuellement que là, c'est un référendum qui dit on est OK à ce que la porte s'ouvre pour la prochaine loi. Oui, mais c'est un référendum qui a été documenté, puisqu'il y a déjà les grandes lignes du projet de loi qui étaient accolées à la question. Tout à fait. Donc même s'il y aura encore, à mon avis, des travaux de lobbying... Ils sont sur 12 semaines, clair. Ça va être à peu près On parle techniquement du 8e amendement de la Constitution irlandaise, tout à fait, ouais.
Moi, je me dis, je trouve que c'est vraiment un sujet qui nous montre qu'il manque autour de notre table une femme. En tant qu'homme, j'ai quand même beaucoup de mal à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ma question, c'est de me dire, je pense quand même que pour toute femme, être amenée à demander l'avortement, à avorter, ça doit être une question terrible. Et que celle-là, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'avortement est un droit, mais c'est pourtant pas un acte banal. C'est pas un acte que l'on peut minimiser comme cela. Et donc, c'est comment on accompagne cette réalité-là? Comment certains qui défendent la question du droit à la vie disent, et je veux les entendre aussi, comment effectivement un accompagnement peut peut-être permettre, dans certaines situations, de dire, mais ce cadeau-là, vous pouvez aller jusqu'au bout. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Essayez de prendre en compte ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Mais une nouvelle fois, je ne suis pas femme. Alors, juste pour revenir sur les ambitions, aussi les limites de notre émission, parce que je me suis posé la même question à un moment donné, évidemment, que Marc. Je me suis dit, punaise, il n'y a pas de femme. Philippe, qui es-tu pour en parler? Donc, dans un sens, je vous retracerai la discussion familiale que nous avons eue hier soir sur ce sujet, y compris avec ma femme. Après, je crois que le but de l'émission, c'est vraiment de nous autoriser à prendre la parole sur un sujet, sans forcément effectivement nous faire passer soit pour des spécialistes, soit pour des personnes qui à un moment donné ont vécu quelque chose. Et donc si on reste bien dans cette posture humble qui doit être la nôtre, parce qu'effectivement on ne peut pas être spécialiste et concerné par tous les sujets, ça peut le faire. Concernant la femme, moi je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs quand on va sur des sites qui sont plutôt droit à la vie, type Alliance Vita, qui a organisé effectivement un sondage IFOP, je crois, une grande majorité des femmes souhaitent ne pas être amené à prendre ce genre de décision, quoi, hein. Donc hier en parlant à table, en fait notre deuxième fils est né alors que mon épouse avait 38 ans, donc on lui a demandé de faire une amniosynthèse, je prononce bien, voilà. Pour vérifier s'il n'y a pas de malformation. Exactement, elle a refusé en disant que quel que soit le résultat de cette analyse, elle n'avorterait pas par conviction personnelle et individuelle. Elle a dû signer une décharge. On a expliqué ça à notre fils. Et alors, pour terminer là-dessus, ce qui était assez intéressant par rapport à aussi l'évolution des mentalités, notre autre fils nous a essayé tout de suite de nous mettre un peu en échec, mais pas méchamment. Il nous a expliqué, on disait, mais qu'est-ce que vous faites quand une femme est violée, etc. et est trisomique, l'enfant, il va être malheureux toute sa vie. Ok. Et là, on a constaté en tant que parent que, je lui ai dit, mais Tanguy, tu te rends compte de ce que ça implique ta phrase. Qui décide à partir de quand on est malheureux, on est... Voilà. Donc c'est le droit à la vie. Je voulais juste dire ça par rapport aussi à l'évolution des mentalités et des référentiels qui ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Philippe, ce que tu viens de dire, et pour moi c'est vraiment très important, quand ton fils dit, mais cet enfant trisomique, il va être malheureux toute sa vie, le témoignage, les réalités de la vie. J'ai travaillé longtemps dans le monde du handicap, dit mental, en situation de handicap. C'est que l'enfant né trisomique, il n'est pas plus malheureux que les autres. Ben ouais. Par contre, les parents peuvent, eux, être en grande détresse. Bien sûr. En grande détresse dans l'accompagnement, dans l'exigence, dans le regard que l'autre porte sur cette différence-là. C'est clair, tout à fait. Merci. Oui, alors j'avais envie de réagir sur le fait de dire que parce que là maintenant on est 3 hommes, il y a quelque chose qui... 4 hommes, oui, mais malheureusement il ne peut pas donner son avis, ça serait bien des fois. Ça fait même 5 avec le technicien, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi, je me trompe complètement. Oui, alors... je réfute un peu toujours cette affirmation que parce que c'est un problème de femme, on ne serait pas qualifié pour parler. Parce que je pense qu'une femme n'est pas forcément qualifiée pour parler à la place d'une autre femme qui peut être aussi dans un horizon très éloigné, dans un contexte de vie qu'on ne peut pas connaître. Voilà. Et donc je pense qu'une femme n'a pas à avoir un avis définitif plus qu'un homme sur cette question-là, parce qu'elle le vivra par rapport à elle, par rapport à son sentiment de maîtriser sa sexualité et tout ça, et elle ne peut pas forcément savoir tout ce qui se passe dans les vies des millions de personnes. Par contre, ça nous oblige à ne pas avoir d'avis définitif, d'avis péremptoire, et de se documenter un petit peu. Je pense que et là, on peut donner son avis, et puis on n'est pas obligé d'avoir des discours, comment dire...
dogmatique justement sur ce sujet-là. Parce que toi tu disais, est-ce que c'est devenu un dogme? Oui, intouchable quoi. Intouchable. Constitutionnel, tu l'as dit toi-même, quelque chose qui est inscrit, sur lequel, bon voilà, il n'y a pas forcément de débat. Il y a même, je rappelle, un délit d'entrave, il me semble, à l'information. Ah oui, c'est la nouvelle loi qui a été votée l'année dernière en France, pour réagir à des sites qui se présentaient comme des sites gouvernementaux et qui en fait étaient des sites pro-life, qui étaient plutôt des initiatives privées, mais qui se présentaient. Donc c'était pour ça qu'il y avait à noter que sur le site officiel IVG du gouvernement, il y a un avertissement. Attention, les sites sur lesquels vous allez risquent de désinformation qui vous découragent d'avorter. En gros, c'est écrit en gros. Effectivement, la décision, enfin le fait de faire une loi qui crée cette entrave, je trouve que c'est très problématique. Mais c'était en réaction à quelque chose qui était très problématique aussi. C'était des personnes qui se font passer pour du conseil gouvernemental. C'était vraiment les sites se mettaient vraiment à la limite de l'honnêteté pour présenter les choses. Et voilà. Mais je trouve que c'est toujours dommage de légiférer sur quelque chose. Alors comment on peut concilier empathie, compréhension des chemins différents et en même temps peut-être avoir envie d'exprimer une opinion qui ne soit pas confuse, à défaut qu'on soit d'accord avec celle-ci. C'est vraiment une vraie question qui se pose à moi. Comment être dogmatique soi-même dans le bon sens du terme, quand même à un moment donné avoir des piliers intérieurs, et tout en étant dans l'amour en fait. Moi il y a déjà... Bernard le mot d'IVG m'a toujours beaucoup dérangé. Ouais. Parce que... interruption volontaire de grossesse, oui, je rappelle. Justement, c'est le mot interruption. Oui. Quand on interrompt un match de foot, on parlait de foot tout à l'heure, on le reprend. Là, la grossesse, on ne peut pas la reprendre. Donc ce n'est pas une intervention. Une interruption, pardon. C'est une fin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je trouve intéressant ce que tu viens de faire. On n'est pas dans un processus que l'on va pouvoir modifier après. Une fois que l'avortement a eu lieu, on ne peut pas repartir sur la grossesse. Bon, c'est une fin. Je vais te provoquer. Est-ce que tu vas dire que l'être humain, en général, a intérêt à faire en sorte que cette intervention, cette interruption soit acceptable, y compris de son point de vue sémantique en termes de vocabulaire? Mais bien sûr, mais non, mais okay. on est toujours sur cette problématique. Ce que de mon temps on appelait les maladies sexuellement transmissibles, aujourd'hui ça s'appelle des infections. Ça fait moins peur. Une infection sexuellement transmissible. Je veux dire, on est... Voilà. Bernard, sur cet exemple-là, il est un peu... Bernard montre les points, donc je ne sais pas du tout ça va aller. Je suis un peu provocant, même si je l'entends, et un peu difficile. C'est bien. Parce que, effectivement, sur ce chemin de grossesse-là, pour X raisons non souhaitées, ça sera la fin de cette grossesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir dans le chemin et dans la vie de cette femme d'autres grossesses à venir pleinement et bien vécues. Tout Donc, à fait. tu vois, c'est quand même de se dire... parce que ça a été un des slogans à un moment de dire si vous avortez, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Ah, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je sais pas ce que tu as dit, mais c'est cette nuance-là. Effectivement, là, l'interruption, c'est qu'on interrompt, on met un terme, en l'occurrence, là, au développement du fœtus dans le ventre, de l'embryon, dans le ventre de la maman, et ça s'arrête. La vie s'arrête. Ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y ait pas la possibilité d'avoir un enfant. Oui, parce que c'est vrai que si c'est l'interruption de cette grossesse, ça peut être une pause dans le projet familial et de vie de cette personne-là, qui aura vécu un accident, une opération non souhaitée, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui considèrent l'IVG comme une méthode de contraception Les chiffres d'ailleurs démontrent que les 3/4 des avortements sont pratiqués donc, sur des femmes qui ont des méthodes de contraception. Donc on est... Oui. Et en même temps, un tiers des personnes qui se font avorter ont déjà avorté. Okay. Donc on voit que la contraception n'est pas fiable à 100%, donc il y a des accidents et il y a ces rattrapages. Enfin, il y a toute une palette de cas, et on peut trouver des cas qui sont vraiment choquants, des personnes qui prennent ça complètement, des femmes qui prennent ça complètement à la légère, qui en sont à leur 3e avortement et qui ne voient pas du tout le problème et qui tout est remboursé, tout est truc, c'est complètement invisible. Il y a ces cas-là qu'on peut prendre en étendard, et il y a toute la palette de la complexité des vies d'une femme et d'une famille. Ce que j'aime notamment de ce genre d'émission, c'est que je vous l'ai toujours dit qu'à titre personnel, c'est aussi une émission qui me fait évoluer moi. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus prudent vis-à-vis effectivement de certains étendards qui, par exemple, qualifieraient l'avortement d'acte de confort. Les
les chiffres ne me démontrent pas ça aujourd'hui dans ma documentation. Hein. Ça serait vraiment de mauvaise foi, je pense, en tout cas en termes de proportion. Oui. Philippe, par rapport à ce que... Mais ça complète indéniablement notre capacité de gestion de contrôle des naissances. Voilà, ça complète. Et tout le monde est exposé à cet accident et à cette décision-là. Par rapport à ta question, et j'adhère complètement à ce que disait David tout à l'heure sur nous sommes tous uniques. En tant qu'individu, nous sommes tous uniques. Et il est excessivement difficile de se mettre à la place de l'autre. Je crois que notre travail, c'est d'être à l'écoute de l'autre, mais de ne pas imposer à l'autre notre propre vérité. Alors quand tu disais, qu'est-ce qui est possible comme position dogmatique, je n'aime pas ce terme-là, mais on a besoin dans nos vies d'éclairage, là encore. C'est-à-dire, il est bon qu'il y ait des familles, des institutions qui nous disent voilà l'orientation qu'il serait souhaitable de pouvoir prendre. Ça nous ferait une transition dans la dernière partie. La question de la loi, qu'elle soit la loi divine posée ou qu'elle soit la loi de notre État. Il est toujours bon qu'on puisse avoir des orientations. Pour autant, quand cette orientation fait fi du chemin individuel, et ça c'est le cœur de notre foi, à mon avis, on est dans l'erreur. C'est-à-dire comment raccrocher l'orientation, ce qui semble être quand même pour le soubassement, pour la construction et la dignité humaine de l'humanité, il est nécessaire de poser des socles, mais ce socle-là, il doit en premier être attentif à la réalité de l'individu, dans cette écoute, dans cet accompagnement, etc. C'est ça qui, moi, me semble essentiel, et c'est là où je crois qu'il est difficile pour l'Église de trouver sa place, c'est qu'on a tout le temps eu l'habitude d'inscrire une vérité avec un grand V qui vient d'en haut, et celle-là, elle s'impose à tous. Sauf que dans l'Évangile même, il montre que ça n'a pas été le mode de fonctionnement de Jésus. Il n'y a pas d'absolu dans les paroles de Jésus, des choses qui s'imposent au-delà des désirs individuels. Il y a un absolu, mais il y a toujours une attention. Oui, amour et vérité, oui. Clairement. La femme adultère, c'est le meilleur exemple. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Eh bien, c'est notre humanité. Nous allons tous rebrousser chemin et partir, et laisser en l'occurrence la femme adultère avec Jésus. Ça, je crois que c'est le point clé et fondamental du chemin de Jésus. Très bien, je vois des points convaincus aujourd'hui, c'est magnifique. Il y avait ceux de Bernard tout à l'heure et Marc là. On t'attend. Je propose de vraiment rester sur ce sujet, justement, comment briller aujourd'hui, comment concilier amour, empathie, chemin individuel et vérité, comme tu le dis. Et peut-être une vérité ou la vérité. En tout cas, moi je retiendrai déjà que je pense que c'est un très mauvais chemin de culpabiliser sous prétexte d'être militant pro-vie, par exemple. Je pense à titre personnel que c'est pas du tout le bon chemin d'essayer de culpabiliser la société. Voilà, mais c'est une opinion personnelle. Savoir comment témoigner, pas sur la culpabilité en tout cas. Alors après, David, j'espère que je ne t'ai pas coupé l'herbe sous les pieds du coup. Non, pas du tout. Ça ira. Je pense qu'on peut tous avoir une émotion, une réaction par rapport à la façon dont des personnes gèrent leur sexualité, leur vie de famille, leurs accidents, leurs projets. Enfin voilà, tout ça, on peut avoir une réflexion, une émotion, parce qu'on voit des jeunes femmes qui subissent des choses, qui manquent de réalisme par rapport aux conséquences de leur acte, que ce soit des hommes ou des femmes et tout ça. Ça fait mal au cœur parce que c'est quand même des chemins qui prennent ces biais-là, qui prennent le biais de l'IVG à un moment donné, mais qui prendra le biais d'autres choses après, d'une sorte toujours cette question d'émancipation, de responsabilité personnelle. Moi, ça me fait mal au ventre à chaque fois que je lis ces choses-là. Mais je pense que c'est une erreur pour moi dramatique pour les personnes pro-life de sentir, de dire et de rester sur cette position que à chaque fois qu'on fait un avortement, on tue un être humain, on fait un crime. Parce que je pense que ça crée quelque chose qui de toute façon tue le débat, tue la réflexion qu'on peut avoir, parce que je veux dire, ça crée une souffrance pour ces personnes. Est-ce que tu veux dire que techniquement, éventuellement, ça peut être exact si on considère que le fœtus est un être humain? On ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais relationnellement, en termes d'amour, ça ne sert à rien, c'est stérile et même c'est contre-productif. C'est ce que tu es en train de dire? Oui, ça veut dire, bon, après, on prend les décisions. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est inscrit dans une certitude, je ne sais pas comment on évolue, mais chacun pense ce qu'il veut. Mais je me dis que de façon factuelle, si on est coincé, arc-bouté sur cette conception que les gens
font un crime et qu'il y a 200 000 crimes par an, je veux dire, on est face à une sorte de génocide permanent. Je veux dire, ça crée une sorte de truc. C'est pas possible de discuter avec quelqu'un dans ces cas-là. Et je vais faire un parallèle parce que il m'est apparu récemment sur les questions. Alors, je veux pas qu'on fasse des parallèles maladroits par rapport à ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le domaine de la souffrance qui existe. C'est les gens qui sont véganes. Voilà. Redis juste ce que ça veut dire pour tous les véganes, c'est ceux qui ne veulent pas manger de viande, pas de produits, et qui. Animaux. C'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est que il y a. Oui, mais parce qu'en fait, il y a une sorte. Des animaux ne sont pas utilisés pour la fabrication de l'alimentation. L'idée, c'est que ces personnes-là, en fait, ne supportent plus la souffrance qu'on imprime aux animaux, et je suis d'accord avec ça. Okay. Je pense que il y a une industrialisation, il y a quelque chose de terrible dans le fait de faire. Mais ton parallèle alors. Mon parallèle va jusqu'à ce que ces personnes-là considèrent qu'à chaque fois qu'on tue un animal, on commet un crime. Donc ces personnes-là sont dans une sorte de vibration hyper violente en disant voilà, le monde entier est en train de faire un génocide permanent. C'est pas possible de discuter avec une personne qui est dans cette souffrance-là. C'est pas possible de discuter avec quelqu'un qui considère qu'on est un complice d'un génocide. Voilà. Et je pense qu'il faut arriver à sortir de ça. Et moi, ça me fait mal au cœur que des personnes qui ont des valeurs, qui ont tout cet amour-là, restent coincées sur quelque chose qui mobilise toute leur indignation, alors qu'il y a plein de choses importantes à discuter, à partager sur le contrôle de sa sexualité, sur le respect de la vie et tout ça. Il y a plein d'autres choses. Mais il faut sortir pour ça de cette souffrance ultime qui est d'imaginer qu'on fait un crime à chaque fois. Alors, est-ce que du coup, on pourrait peut-être dissocier, ça serait une vraie solution pour nos auditeurs et nos auditrices, qu'à un moment donné, on ne te demande pas forcément de renier ce que tu penses être la réalité. C'est un meurtre et c'est un génocide. C'est juste qu'est-ce que tu fais de cette conviction et dans quelle mesure tu rentres en relation avec la personne. Est-ce que c'est ce que tu lui balances? Donc j'ai l'impression que l'équilibre, c'est pas de renier ce que je pense, c'est juste savoir quel usage j'en fais. C'est comme l'apôtre Paul qui à un moment donné dit par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, désolé pour les non-initiés, il dit effectivement vous aurez le droit de manger de toutes les viandes. Simplement, si cet élément-là est un élément de confrontation et de crise stérile, je m'abstiendrai de manger de viande à ce moment-là. Donc vous avez doctrinalement raison, vous avez relationnellement tort, parce qu'en fait on ne peut plus avoir de relation. Moi, juste la notion de crime qu'évoque David, ça me fait penser à ce qui s'est passé tout dernièrement avec ce bijoutier qui a tué à Nice, parce qu'il vient d'être... le procès vient de se terminer. Ouais. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Et la remarque de cet homme a été « je ne suis pas un criminel ». La notion de la culpabilité que les gens peuvent porter quand on les en libère, ça leur offre une possibilité de vivre autre chose. Il avait tiré dans le dos de quelqu'un qui avait cambriolé sa bijouterie. Tout à fait, donc merci de rappeler le... Oui. Alors, contexte. Il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais qu'on enchaîne, c'est peut-être ce que Marc va faire, sur comment c'est quoi les alternatives alors à la culpabilité, tout en ayant peut-être des convictions qui sont, elles, très stables, voire dogmatiques à l'intérieur de soi. Quelles sont les alternatives peut-être à l'avortement ? Alors non, c'était pas. Bon, c'était pas ça. Alors, Marc, pardon. Non, mais les alternatives à l'avortement. Les alternatives à l'avortement, elles seraient de dire, oui, il y a plus de possibilité qu'une femme soit violée, il y a plus de possibilité qu'une femme ait un enfant alors qu'elle ne le désire pas, donc, etc. Mais enfin, plus d'accidents de contraception. On n'est pas dans cette réalité-là. Je ne vois pas comment il peut y avoir d'alternatives dans certaines situations en tant que telles. Ce que je voulais relier, c'est dans ce que dit David, ce qui me paraît être quelque chose qu'on essaie de mettre en avant tout le temps dans Éclairage, c'est qu'on peut avoir, et il est nécessaire, d'avoir sa propre vérité, ses propres convictions pour se construire et pour les changer avec l'autre. Mais si elle devient impossible à dialoguer, eh bien on est foutu. Parce que dans ce cas-là, c'est la confrontation. Si je suis seul à avoir raison, et je considère que je suis seul à avoir raison, l'autre est à abattre. Donc là, c'est même plus un génocide. C'est de dire qu'il n'y a plus de construction collective. Alors, de la recherche d'une vérité. Et moi, je pense, et je vais laisser la parole à David, qu'il y a 2 travers dans lesquels je n'aimerais pas tomber pour défendre mes convictions, qui sont plutôt pro-vie, à vous l'avez deviné. C'est uniquement de dénoncer les maux d'une société de laquelle je me désolidariserais. Ça serait un premier danger que je pourrais avoir moi personnellement. Et le deuxième, c'est une utopie de bâtir une société chrétienne.
qui reviendrait qu'un référentiel chrétien. Je parle de ma propre tentation, potentiellement. Ok, je pense que je qualifierais, pour moi en tout cas, ces deux stratégies de fausses bonnes idées en fait. David. Je t'ai laissé le micro parce que voilà. Oui, mais je me nourris de ce que tu dis. Mais tout à fait. Et il peut y avoir des temps de digestion dans l'émission. Tout à fait. Non, mais en fait, sur la question de comment chacun et comment un chrétien peut apporter une parole utile dans cette réflexion-là. J'aime bien l'expression, une parole utile. Déjà, je pense qu'il faut arriver aussi à ne pas se disqualifier dans ce domaine-là, dans le domaine de la sexualité. Disqualifier. De se disqualifier, c'est-à-dire d'être complètement à côté de la plaque en général, et donc d'être complètement inaudible sur la question de l'avortement, qui est une question ultra précise et ultra sensible. Et je réfléchis à ça par rapport à l'Église en général. Même pas seulement ça. Peut dire il y a une sorte d'institution qui dit une parole, qui à un moment donné même a eu une influence en Irlande du Nord encore sur la législation et qui était complètement discréditée sur les questions de sexualité. Parce Marc que, l'a dit tout comme il l'a dit, mais au-delà même de la pédophilie, qui est le cas extrême de l'impossibilité d'aborder ces questions sereinement dans une institution et de mettre un voile chaste, mais pas très chaste finalement, sur ces questions-là jusqu'à ce que ça explose et que ça pourrisse. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessus, alors c'est un autre débat, qu'on a déjà abordé une fois avec l'affaire Weinstein et tout ça, c'est de quelle façon est-ce que des personnes construisent leur sexualité, leur intimité avec les gens. L'éducation affective et sexuelle qu'on a nous-mêmes avec nos propres enfants. Je pense que c'est une vraie alternative. C'est ça, sauf que, alors oui, moi je pense que je suis convaincu là-dessus. Tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs. Moi j'ai une grande ça me fait beaucoup réfléchir la façon dont une jeune fille ou un jeune homme aborde ces questions-là, arrive à sereinement à se dire les enfants ça peut arriver vite, je vais prendre cette contraception, tout ça, et puis finalement peut-être si je suis un garçon, comme je l'avais dit à une autre émission, ma pulsion, mon désir d'intimité n'a pas forcément besoin de passer par la sexualité, d'une sexualité d'ailleurs parfois très impulsive et donc qui peut se faire surprendre. Non, je voulais dire en tout cas qui n'anticipe pas les conséquences possibles d'une grossesse et tout ça, qui peut aller jusqu'à la violence si on a construit aucun moyen d'expression affective. Pour moi, c'est ces questions-là. Il y a la question de la sexualité et de toute l'expression affective des émotions et tout ça, qui est un domaine magique, formidablement humain, et dans lequel je trouve qu'il y a un défaut d'éducation qui est pas pour tout le monde, mais on se rend compte qu'il y a une part de la population qui est irréductible à cette éducation, et il y a 3% des femmes qui n'ont aucune contraception, par exemple. Voilà. Donc c'est très bien. Pourquoi. David, comment on touche ces personnes? On s'approche du tour de clôture, l'air de rien. Bernard, il y a quelque chose, je suis tout à fait en phase avec ce que les uns et les autres ont pu dire. La question que tu as posée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une parole. Moi, j'ai envie de dire comment est-ce qu'on peut avoir une présence. Il y a un livre dans la Bible qui raconte l'histoire d'un homme à qui il arrive toutes les catastrophes de la terre, Job, et il y a des copains qui viennent et puis qui essaient d'avoir une parole. Et c'est la catastrophe parce qu'ils ne font que rajouter à sa souffrance. Je crois que ce qu'on a besoin aussi de réaliser, c'est que face à ces personnes qui sont confrontées à une situation d'avortement, c'est pas forcément une parole dont ces personnes peuvent avoir besoin, peut-être juste une présence. Ok. Très bien. Et pour terminer, Marc, et ensuite je clôturerai. Par rapport à ta question, je dirais bien évidemment, l'acte éducatif est important. Comment, peu à peu, en tant que famille, en tant qu'école, en tant que lieu de vie, nous apprenons à vivre ensemble. Nous apprenons à respecter l'autre. Je me souviens quand je dirigeais le village d'enfants SOS à Aubernais, d'avoir longuement travaillé avec un partenaire extérieur, l'association Jetuel, sur comment à 16-17 ans, je travaille, je m'éduque à la rencontre de l'autre, et entre autres quand je suis homme à la rencontre d'une femme et quand je suis femme à la rencontre d'un homme, dans le respect et pas uniquement dans de la consommation. L'autre est ma chose, entre guillemets. La deuxième chose, parce que lié à l'avortement c'est quand même une part importante, c'est le risque d'un enfant handicapé. Et derrière, c'est de dire comment on assume cette réalité-là et comment notre société prend en compte ce qu'est quand même aujourd'hui le drame du handicap. C'est-à-dire que d'avoir un enfant handicapé, ça veut dire que derrière, et c'est le terme même du handicap, il va être en décalage avec le reste de la société, et ça,
comment notre société évolue et évolue constamment pour qu'il y ait une égalité de droits entre les citoyens, quel que soit ce que ce citoyen est. Ok, alors pour terminer, moi je reviendrai sur un paradoxe, sur la place accordée à l'handicap. J'en ai déjà témoigné à l'antenne, et puis en même temps ce dépistage qui semblerait vouloir du coup sélectionner ceux qui seront le moins en décalage possible. Et puis pour terminer, je trouvais intéressant aussi des initiatives qui essayent d'avoir cette éducation vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire pour qu'eux-mêmes soient davantage impliqués dans ce dilemme souvent auquel sont confrontées les femmes, je le garde ou je le garde pas, pour qu'ils soient matures, informés, amoureux, je dirais, et qu'ils accompagnent leur conjointe ou leur compagne dans ce dilemme-là. Et donc j'ai notamment une association qui disait ce serait bien de faire ce travail de prévention vis-à-vis des hommes et de les impliquer dans cette boucle-là. Enfin, voilà. Quand tu dis l'homme amoureux, il est relativement rare, même si ça peut exister, qu'il y ait avortement quand on a un homme et une femme qui sont amoureux. C'est-à-dire que bien souvent, c'est justement le fait qu'il y ait eu un moment un acte posé, mais sans amour. Ce qui pose la question aujourd'hui des normes d'exigence dans la société. À partir de quand je m'autorise à avoir un enfant? Est-ce qu'il faut que j'ai un emploi stable, un conjoint stable et suffisamment de ressources? Je pense que les standards aujourd'hui sont très élevés, et notamment avec les pressions pour que la femme soit à la fois très bonne au foyer, très bonne professionnelle. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, écoutez, on s'en est sorti, je pense. Voilà, on laissera nos auditeurs, nos auditrices on a essayé de porter un éclairage, mais les voies du débat, les voies du dialogue sont encore multiples, et heureusement. Voilà, très bien. Bon, écoutez, merci pour votre participation, tout à fait. Et puis, à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.